moi j'ai fait des documentaires avant, j'ai travaillé dans le documentaire, Ouais. hein, et donc c'est une approche qui m'est un peu plus proche pour mon travail. Mais ce qui m'intéressait justement, c'était de raconter une histoire totalement fictionnelle, en sachant que moi ce que j'adore justement, c'est les contes des mille et une nuits. Ouais, c'est un peu un conte. Hein, c'est Triste. un conte triste, mais c'est un conte. Et donc voilà, je voulais faire un film qui partirait justement d'un fait divers historique et qui rentrerait dans le mythe. Hein, et pour faire ça justement, c'est toujours l'idée d'une narration de fiction, mais en documentant, des éléments de la, entre guillemets, réalité, parce que moi-même, si je fais des documentaires, etc., C'est bien je parce me que suis, vous aimez j'aime bien l'approche, une vision du réel, mais le réel, la réalité, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, finalement. Hein. Oui, oui, ça c'est un sujet. C'est un sujet assez complexe, justement, mais mais c'est un sujet quotidien quand on fait des films ou quand moi j'ai fait des études d'histoire. Ouais. Et je l'ai fait justement pour apprendre à raconter des histoires. Et comme c'était au Chili que j'ai fait mes études d'histoire, d'une certaine façon, il y avait toujours, je sentais que c'était toujours assez pauvre la façon dont racontaient les historiens chiliens leur passé, etc. Dans les années 80. Dans les années 90. 90. Oui, c'était juste au retour de la démocratie, et donc il y avait toute une idée On occultait un peu quand même. Voilà, ils occultaient un peu l'histoire récente du Chili, Ouais. et surtout ils avaient une façon très néopositiviste de la raconter. Les sœurs Quispé, c'était des Indiens Koya en fait. Et l'idée, c'est que c'est des peuples indigènes du nord du Chili, des hautes montagnes, et qui viennent de l'Argentine, qui ont commencé à faire une migration de l'Argentine à la fin du 19e siècle. Et donc voilà, et donc dans cette région-là où habitaient les sœurs Quispé, il ne reste que 2 familles en 26 000 hectares, et je suis parti pendant 2 mois à vivre un peu comme une petite teinte, Ouais. comme ça, à faire un peu le... Tout seul au début? Tout seul, Ouais. c'est un peu dur, c'est un peu froid. Les policiers sont venus justement après, ils ont pris des photos, il y avait un journaliste avec eux qui a pris des photos. Et justement ces photos ont été publiées dans tous les journaux au Chili à l'époque, et ça fait un fait divers qui a été assez, justement, qui a une répercussion assez forte dans l'opinion publique, parce que c'était une image assez incompréhensible pour la population à cette époque-là, mais surtout parce que ça annonçait d'une certaine façon une idée de terreur envers... Un peu aveugle. Hein, Ouais. une terreur un peu aveugle, oui, voilà. Donc dans des médias qui étaient un peu censurés, un peu totalement censurés, Ouais. c'était une histoire justement qui a pu se tracer chemin, parce que justement elle était tellement peu compréhensible. Qui n'a pas desservi la dictature en fait, non, parce que c'était plutôt, on est tous potentiellement... Voilà, sujet... On ne peut pas se cacher. Voilà, on ne peut pas se cacher, et la terreur, elle arrive même dans les endroits les plus imprévus du Chili. Évidemment, il y a une pièce de théâtre, il y a des contes et des nouvelles et des poèmes sur ce sujet. Et voilà, donc c'est un peu une chanson que tout le monde chantait. Et moi je me suis dit, moi je voudrais bien la chanter au cinéma. Ouais. Mais quand on la chante, c'est quand même un peu une parabole de ce que la dictature, de ce que Pinochet, de la dictature de Pinochet qui s'est étendue jusque dans l'altiplano. La terreur naissante. La terreur, là où il n'y a personne. La terreur naissante, c'était un peu ça. Parce que voilà, comme fils d'exilé, moi j'en avais un peu marre de toutes ces histoires de dictature, terribilose, et le peuple. Pas le seul à dire ça. Voilà, et le peuple qui prend les armes contre le... Tout ça, j'en avais un peu marre de la mythologie. De la mythologie, Allende, tout ça. ouais, de la mythologie épique. Il y a un certain âge où on assume d'une certaine façon une histoire, qu'on vient d'une histoire, et c'était ma façon à moi aussi de revenir vraiment dans mon imaginaire, dans le pays où je suis né et dans lequel je vis, enfin, voilà, dans lequel j'ai vécu plusieurs fois surtout.
Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tourner cette histoire, parce que voilà, c'était périphérique, ce n'était pas un champ pamphlétaire sur la dictature, parce que hein, c'est surtout l'écho de ce que cette terreur naissante crée dans des gens qui habitent dans les hautes montagnes, dans un monde qui est absolument lointain, et surtout dans une culture qui est totalement autre, une culture ancestrale qui n'a absolument rien à voir avec ce monde néolibéral naissant. Moi, il y a des films qui m'intéressent, par exemple les films qui m'intéressent par exemple en France sur l'époque de la collaboration. Bon, c'est surtout La Combe Lucien, hein, parce que c'est un film qui est totalement, justement, c'est périphérique. Ce n'est pas quelque chose, c'est un paysan... Tout sauf manichéen. Voilà, tout sauf manichéen, c'est un paysan qui veut agir et qui ne sait pas s'il veut aller vers ce côté ou vers ce côté, mais il veut faire. Tout ce qu'il veut, c'est exister, il veut faire. Hein, donc, j'ai toujours trouvé cette histoire passionnante, hein, et d'une certaine façon, voilà, moi je pensais que ce film c'était une façon de raconter cette histoire de la dictature, et ça me choque des fois quand les gens disent « Ah, mais il y a peu de faits historiques dans le film, donc hein, les papiers d'histoire, etc. » En général, ils disent ça, oh, mais on retrouve peu. Mais pour moi, la dictature, c'est ça. Quand je vous disais au début de l'interview que justement j'avais étudié l'histoire, c'est que ce qui m'ennuyait beaucoup, c'est que justement l'histoire elle se raconte en général d'une façon frontale, etc. Et ce type de faits qui sont totalement périphériques donne une idée bien plus forte. Pas très explorée, même d'un point de vue historique, pas très travaillé. Pas très travaillé du tout. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Hein, parce que l'autre histoire, je la connais avant même de commencer à voir un film. Hein, merci, mais je n'ai jamais vu les autres films comme ça. Hein, j'aime quelques-uns de ces films-là, mais je pense que c'est un travail qui a déjà été fait. C'est très étrange d'être un fils d'exilé parce que voilà, on connaît toute son enfance des gens qui passent par votre canapé en train de... Ah, comme le personnage de Fernando qui passe l'histoire d'un soir chez les sœurs Quispe et qui viennent charger d'une histoire, d'un trauma, etc., très lourd. Et comme enfant, moi, au Venezuela, je les voyais passer. Moi, j'avais une enfance très belle, hein, dans les tropiques, etc., très normale. Et d'ailleurs, il y avait des voisins les gens les appelaient les Chiliens. Et moi aussi, je les appelais les Chiliens parce que pour moi, c'était genre... Vous étiez où à ce moment-là? Au Venezuela. Donc, pour moi, c'était genre, ah, c'est marrant, oui, les Chiliens, ils sont bizarres. Parce que pour moi, c'était un monde différent. Parce que voilà, j'avais 1 an quand il y a eu le coup d'État. Et donc, on est parti... Hein, parce que ma famille elle était d'un mouvement de gauche, oui. Non, plutôt d'un mouvement de... Oui, mais justement reconnu comme identifié comme tel. Identifié du mouvement de gauche révolutionnaire, donc c'était assez à gauche. Hein. Maintenant c'est un peu folklorique de dire ça parce que ça n'existe plus et c'est un peu comme, voilà, c'est comme marrant presque. Hein, mais à cette époque-là, voilà, ils étaient du mouvement de gauche révolutionnaire et donc on a dû partir vite. Mais justement, moi, c'est pour ça que je vous disais que ça m'ennuyait toujours un peu les histoires très didactiques et épiques sur le coup d'État et sur le peuple chilien et tout ça. Mais en fait, moi, ce qui me... Voilà, après, il y a, je sais pas, les années passent et de toute façon, chaque fois que j'écris une histoire, en général, elle se passe au Chili. Hein, et donc, il y a quelque chose qui revient sans cesse parce que c'est ses racines. Et étrangement, il y a quelque chose qui l'emporte. Moi, les mouvements des indignés en Espagne ne m'intéressent pas plus que ça parce que je trouve que ces gens qui se sont révoltés, mais d'une certaine façon, la colère, elle n'arrive pas vraiment à prendre une forme politique intéressante. Hein? Au Chili, oui. Au Chili, oui, parce qu'il y a le mouvement de se dire, bon, parlons d'éducation. Nous voulons une éducation... disons, comme ici en France, une éducation laïque, de bon niveau, qui ne soit pas payante, parce que, voilà, naturellement. Et ça au Chili, c'est très complexe, parce que avant Pinochet, justement, l'éducation, la plupart des écoles étaient comme ça et les universités n'étaient pas payantes. Après Pinochet, justement, c'est Pinochet qui a instauré toute cette politique d'université payante, d'école payante, etc. Et donc,
Donc voilà, moi tout ce que je veux, c'est qu'on revienne à ce que voilà, à ce que était fait avant Pinochet. Alors je ne sais pas si c'est possible. Hein. Non, oui, je pense que c'est possible. C'est qu'il y a une volonté, il y a une volonté et surtout que Pinochet, voilà, ils ont fait des magouilles, mais ils ont fait mal leurs magouilles parce qu'ils ont mis que dans leur loi sur l'éducation qu'en fait les centres d'éducation ne pouvaient pas avoir des gains, lucro. Et donc c'est justement cette erreur-là qu'ils ont mis dans la loi, que tout le monde dit, bon, écoutez, la constitution de Pinochet, etc., c'est la constitution actuelle, elle dit qu'on ne peut pas faire ça. Donc, toutes les universités sont en train de faire ça, donc il y a un problème. Et donc c'est justement à cause de ça que Camila Vallejo est connu, que Giorgio Jackson est connu, que les étudiants chiliens ont pris la force, et que par exemple ma génération, qui était celle qui avait précédé eux, n'a rien dit, parce que nous on était tellement, voilà, on a genre, bon, c'est la démocratie, elle est revenue, donc on essayait de lutter les petits terrains, mais là maintenant on est... Réconcilier peut-être aussi. Oui, il y avait un problème de réconciliation, mais surtout il y avait un problème de négociation qui était assez défavorable au début pour les gens qui arrivaient, pour les gens qui voulaient ouvrir des espaces. Tout était assez coincé, et ils avaient justement pu faire une entrée à une démocratie assez négociée d'une certaine façon. Et donc c'était assez dur de rompre justement tous ces liens qu'ils avaient créés pour ne pas détruire leur structure qui était néolibérale à fond. Parce qu'au Chili, le problème c'est qu'il y a des gens un néolibéralisme à l'américaine, mais sans les bonnes choses des Américains. Parce que les Américains aussi, ils ont dans les Américains, quand un entrepreneur gagne du fric, eh ben, il l'envoie des fois à des universités pour qu'il y ait la chair de je ne sais pas qui donne des cours, etc. Voilà, et lui, il donne son nom, voilà. Mais au Chili, jamais de la vie. Hein, donc on a toute voilà, c'est l'argent qui reste. L'entrepreneur qui, en général, c'est des gens qui ne sont pas comme d'autres entrepreneurs. N'ont pas d'intérêt, et ils s'en fichent de l'éducation, ils s'en fichent de la culture du pays, etc. Donc voilà, c'est assez déséquilibré. C'est un cliché un peu parler, oh, le libéralisme, mais en fait c'est un constat qui est... Parce qu'il y a toujours, Piñera, l'ancien gouvernement, c'était vraiment, il a mis que des chefs d'entreprise dans les ministères, c'était déjà à dire, et la première photo, quand je l'ai vue de ces ministres, c'était vraiment, on est rentré dans l'entreprise. Moi je pense qu'on peut parler surtout de Fabula, que c'est la maison de production principale du Chili qui a produit mon film. Et justement, on est justement dans cette boîte-là, on a été une génération qui a un peu appris en faisant des films. Et moi j'ai travaillé dans plusieurs films comme consultant de scénario ou scénariste ou monteur, hein, dans la même société de production. Oui, et ça m'a appris énormément de choses. J'ai fait des belles écoles de cinéma, mais là vraiment j'ai jamais appris autant que dans les 5 dernières années à faire des films. Avec Pablo, une fois, on a parlé, on était dans un festival au Mexique, et on a justement discuté de ça, que pour nous c'était très beau notre approche, parce que lui, il venait d'une famille de la droite forte, moi je venais d'une famille de la gauche forte, et on se retrouvait justement, on était très des outsiders. Au Chili, on était vraiment très outsiders, nous les deux, parce qu'en fait, moi, je ne m'attachais pas à ces gens qui viennent de la gauche forte non plus, parce qu'ils me lassent, parce qu'ils sont pamphlétaires, ils sont ennuyeux, voilà, ils ont une façon de dire les choses qui est vraiment très pauvre, hein, ils pensent que seulement ce qu'il y a à dire est important, mais non pas la façon dont on le dit, et pour moi les deux choses sont aussi importantes. Et Pablo aussi, c'est un outsider. Hein, Pablo, personne ne supportait qu'il fasse un film, parce qu'il disait, tout le monde essayait de voir, ah mais vous avez vu en fait que lui, il a fait ça, mais en fait c'est un mec qui vient de la droite, personne ne pouvait le pardonner au Chili. Hein, et donc voilà, on se retrouvait un peu oui, mais c'était ça, Pablo, hein, la critique, tout ce qu'elle voulait, c'était le détruire, et même maintenant, quand on lit les commentaires des gens, chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours... On le renvoie à la droite pinochetiste, quoi, en fait. Oui, qu'il vient de la droite, c'est un problème plus de sa famille, de là où il vient, et ça, parce que
finalement, c'est une société assez presque moyenâgeuse. Hein, c'est de là où on vient, c'est de là où on vient qu'on a le droit ou non de parler d'une certaine façon. Parce que c'est une société très classiste, hein, très de famille. Hein, et donc justement avec Faoula, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a travaillé des gens qui étaient un peu des outsiders de différentes... Et d'une génération qui était... la même, non, enfin... Oui, un peu la même.